On ne voit pas comment pourrait fonctionner le système des agoras si on le compare à ce qui existe aujourd'hui en termes de mobilisation des citoyens. Un collectif tel que Nuit debout, qui fait également appel à la concertation citoyenne, s'est rapidement essoufflé. Le système des agoras ne semble pas assez prendre en compte ce phénomène. Oui, la question que vous me posez est récurrente chez ceux qui sont sceptiques, pour ne pas dire hostiles, à la démocratie directe. Elle fait partie des principales objections que nous avons à traiter dans nos présentations publiques de la Constitution transitoire. Les autres étant en vrac, c'est techniquement pas possible. La loi ne peut pas être faite par monsieur tout le monde, donc problème de niveau intellectuel. Cela nécessite une formation, problème de niveau d'information, c'est une dictature de la majorité, etc., etc. Votre objection à vous est, je dirais, un peu plus soft, en ce sens que vous émettez des doutes, simplement des doutes, sur la fréquentation des agoras en pronostiquant, sous-entendu, leur désaffection systématique par les citoyens. Lorsque vous dites on ne voit pas comment pourrait fonctionner le système des agoras, vous sous-entendez que les citoyens ne s'y rendront pas et qu'elles resteront désespérément vides et que par voie de conséquence, les décisions prises n'auraient que peu de valeur. Voyons un peu les différents arguments que nous pourrions avancer pour calmer votre inquiétude. Sans vouloir vous froisser, j'affirme que le parallèle que vous faites avec Nuit debout n'est pas valable. Le problème, c'est que si vous extrapolez des conclusions à partir d'exemples qui ne sont pas comparables, votre raisonnement est forcément erroné. Le fait que la mobilisation citoyenne, volontaire et spontanée, dénommée Nuit debout, se soit essoufflée, disant même carrément qu'elle s'est éteinte, n'est pas une preuve, ni même un signe, que les assemblées législatives locales que nous préconisons subissent le même sort. On nous cite également souvent la difficulté qu'ont certaines associations ou collectifs pour réunir un nombre de personnes suffisant pour pouvoir délibérer efficacement. Cette réalité effective peut conduire en fait à deux types de réflexions. Tout d'abord, il convient de préciser que ces assemblées que nous dénommons agora possèdent l'exclusivité du pouvoir législatif et que les citoyens qui y participent ont pleinement conscience de l'efficacité directe de leurs propositions ou de leurs décisions, ce qui n'est absolument pas le cas dans l'exemple que vous citez. La création spontanée d'un collectif de citoyens comme Nuit debout répond à un besoin de débattre en dehors de tout contexte organisé et sans aucun rôle juridique. Cet élan populaire, certes remarquable, est bien entendu très mal vu des oligocrates au pouvoir, car il représente un danger mortel pour eux, celui de voir le peuple se mettre à réfléchir et à débattre à l'extérieur du cadre prévu et parfaitement orchestré des médias mainstream. Je rappelle que notre programme d'installation de la démocratie directe prévoit de consacrer un tiers du temps des agoras au débat d'idées générales durant les séances que nous avons dénommées séances de type 1. Ces échanges non directifs sont de même nature que ceux de Nuit debout, mais ils s'effectuent au sein d'infrastructures dédiées et non pas dans la rue. Cette précarité de la logistique est naturellement l'une des raisons de l'extinction de l'expérience Nuit debout, l'autre raison étant le fait qu'il n'y avait aucune possibilité de donner une suite juridique aux pistes identifiées pendant ces débats. Cette deuxième lacune est également comblée par le système des agoras, où ces pistes peuvent se concrétiser par des propositions de loi déposées localement, puis proposer la délibération et la votation au niveau de l'ensemble national lors des séances de type 2 et 3. Dans le système oligocratique actuel, où le pouvoir législatif est concentré entre les mains d'une poignée d'individus, pour la plupart même pas élus, ministres, préfets, technocrates, etc., le citoyen ordinaire est imprégné du double sentiment d'impuissance et d'irresponsabilité. Impuissance à faire entendre son vœu au sein d'un dispositif verrouillé. Irresponsabilité face à l'élaboration de la loi, réservée à une minorité s'auto-proclamant comme étant seule compétente. Il est un fait que cette supposée incompétence du citoyen ordinaire à fabriquer la loi est devenue pour lui une croyance quasi réelle, tant la pensée unique et dominante véhiculée par les médias de l'oligarchie martèle cette chanson en permanence. À tel point que ce pauvre citoyen ordinaire en est arrivé, en fin de compte, à se persuader qu'il n'était pas capable de faire du droit, et qu'il fallait laisser ce chantier
à des professionnels rémunérés par le prélèvement fiscal sur ses propres revenus. Prenons l'exemple d'un chef d'entreprise qui prendrait l'initiative de réunir régulièrement ses collaborateurs pour leur demander leur avis sur la conduite de l'entreprise, mais qui ne tiendrait absolument jamais compte de leurs préconisations. Croyez-vous que ces réunions continueraient à faire le plein? Il est au contraire fort probable qu'elles seraient rapidement désertées. Si par contre, les propositions des employés dans ces réunions étaient souvent mises en application, leur fréquentation augmenterait certainement. Et si, dans l'hypothèse d'école purement théorique, ces propositions acquerraient systématiquement force de loi au sein de l'entreprise, nul doute que ces sessions feraient toujours sale comble. Si cette hypothèse d'école est naturellement purement théorique, dans le cas d'une entreprise, qui reste en dernier ressort sous le pouvoir de son chef, elle devient par contre tout à fait réelle dans le cas des agoras, où il n'y a pas d'autorité supérieure et où les décisions ne sont que le résultat du vœu de la majorité requise. Il y a donc tout lieu de penser que les citoyens se rendront en masse dans les agoras avec la conviction profonde et bien réelle que le pouvoir législatif, c'est-à-dire celui qui domine tous les autres et qui donne le cadre de l'activité socio-économique, ce pouvoir n'émane que d'eux-mêmes et d'aucune autre caste privilégiée, ni groupe professionnel, ni élite soi-disant éclairée. Mais les agoras ne concourent pas qu'à la fonction législative. Elles exercent aussi un contrôle sur l'activité de l'exécutif, c'est-à-dire sur l'activité des pouvoirs publics, autrement dit de l'État. Et ceci en exerçant un droit de veto sur les décisions opérationnelles, que ce soit au niveau local, régional ou national, ainsi qu'un droit de révocation à l'encontre des mandataires de ces mêmes pouvoirs publics qui ne respecteraient pas les programmes d'action approuvés lors des élections gouvernementales. Bref, en se rendant aux agoras, les citoyens peuvent fabriquer la loi d'une part, mais également contrôler l'action publique d'autre part. On voit donc l'immensité du fossé qui sépare ce système d'avec tous les autres exemples connus de type nuit debout. Ce système se situe également à des années-lumière des expériences de démocratie participative actuellement menées. Celle-ci n'étant qu'une farce orchestrée par le pouvoir oligocratique, dans la mesure où les organisations consultées, dans le cadre de cette soi-disant participation, ne sont généralement que des associations financées par ce même pouvoir et qui, de ce fait, ne peuvent que valider les options qu'on leur présente. On voit donc tout l'intérêt que les citoyens peuvent retirer de la fréquentation assidue des agoras, tant sur le plan du débat d'idées générales dans les séances de type 1, ce qui contribuerait d'ailleurs à leur formation politique, que sur le plan de la fonction législative et de contrôle de l'exécutif dans les séances de type 2 et 3. Mais malgré ça, me direz-vous, on ne peut écarter l'hypothèse d'une faible fréquentation de ces assemblées locales pour des raisons d'emploi du temps, de vie familiale ou plus généralement de manque d'intérêt pour la chose publique. Je répondrai à cette prédiction qui n'est, je le répète, encore une fois fondée que sur l'observation du comportement actuel et ne prend pas en compte la notion d'appropriation du pouvoir par les citoyens. Je répondrai que même avec une faible fréquentation, le système des agoras est encore 100 fois plus représentatif du vœu populaire que le système oligocratique actuel. Faisons un petit calcul. Nous prévoyons d'installer 12 000 agoras pouvant recevoir chacune 7 contingents successifs de 500 citoyens, soit un corps électoral de 3 500, multiplié par 12 000, 42 millions d'électeurs. Si à chaque session, seulement 3 citoyens sur 500 étaient présents, le corps législatif serait alors réduit à 3 x 7 x 12 000, 252 000 personnes. En comparaison, les législateurs actuels sont au nombre de 577 députés, plus 20 ministres, plus 100 préfets, plus 30 technocrates divers, soit environ 700 personnes, c'est-à-dire 300 fois moins. Mais je sens que vous allez m'objecter que ces 700 personnes sont éminemment plus compétents que ces 252 000 personnes issues du
tout venant de la France d'en bas, qui n'ont pas fait l'ENA, qui ne sont pas formés à l'économie politique, qui n'ont pas la connaissance en profondeur de la complexité de notre société développée, et tant d'autres arguments encore de nature à disqualifier, voire à discréditer le peuple au profit d'une soi-disant élite. Mais voyez-vous ce peuple, qui engendre autant de méfiance, pour ne pas dire de répugnance, chez les élateurs péremptoires du système représentatif, ce peuple, c'est lui qui subit la loi, et c'est lui qui fait marcher la machine économique. Et contrairement à ce que croient les élitistes aveuglés par leur complexe de supériorité, le citoyen de base, c'est-à-dire celui qui n'a pas fait l'ENA, c'est-à-dire le peuple dans son entier, moins les 700 personnes dont je viens de parler, ce citoyen ordinaire est parfaitement capable de comprendre le sens d'une loi. Et ce, pour la bonne et simple raison que ce quotidien ordinaire, au niveau de sa vie privée ou professionnelle, est en permanence encadré et ponctué par tout cet ensemble de 140 000 lois, règlements, arrêtés, décrets, ordonnances, directives et autres circulaires administratives qui constituent le corpus législatif de notre nation. Mais il y a encore autre chose. Si nous prenons comme hypothèse probable, si vous prenez comme hypothèse probable que les agoras seraient toujours aux 3/4 vides, ce qui, je vous le répète, est très exactement le cas de l'Assemblée nationale actuelle, il est par contre une hypothèse certaine que la composition du cas présent ne serait pas toujours identique. Elle varierait en fonction des projets de loi pouvant intéresser ou impacter plus ou moins telle ou telle catégorie de citoyens. Mais voyons un peu dans le système actuel comment sont initiées les lois. Les lois dans le système oligocratique actuel sont initiées par des groupes de pression, des lobbies, représentant des catégories de citoyens qui désirent se rendre la vie plus facile ou éliminer une gêne dans le cadre de leur activité privée ou professionnelle. Ces groupes exercent soit des pressions directes sur les 700 législateurs précités, soit des pressions indirectes en développant une capacité de nuisance ponctuelle sur la vie quotidienne de l'ensemble de la population, grèves, manifestations, etc. Soit encore des pressions émotives par le développement de campagnes de séduction médiatique. Le résultat de ces trois types de pression est généralement l'accouchement d'une loi, qu'elle se nomme décret, arrêté, règlement, etc. Ainsi, et dans tous les cas, le groupe de pression aura obtenu satisfaction sans que l'ensemble des autres citoyens ait été consultés, ou tout au moins ait eu la possibilité de s'exprimer. Le système des agoras ne cherche pas à modifier le fait générateur du besoin de loi, car il est dans l'ordre des choses que chaque catégorie spécifique de citoyens soit poussée à améliorer ses conditions de fonctionnement et se tourne vers l'action législative pour y parvenir. Soutenir le contraire équivaudrait à défendre la tyrannie. Mais face à un projet de loi qui forcément émane d'un groupe ayant intérêt à ce qu'il aboutisse, le rôle de la démocratie, c'est que tous les autres groupes qui le désirent puissent s'exprimer, porter leur avis, approuver le projet ou y faire barrage. Je dis bien tous les citoyens qui le désirent, car le droit d'intervenir est plus important que l'intervention elle-même. Je m'explique. On nous dit souvent, mais dans vos agoras, le citoyen n'est pas obligé d'y aller, il y a des lois qui peuvent passer avec uniquement les votes de ceux qui ont porté le projet, où ils trouvent un intérêt. Mais ce n'est pas du tout le cas. Car notre Constitution indique qu'une participation minimale de la moitié des citoyens doit être atteinte pour qu'une votation puisse être validée. Le principe, c'est que tout projet de loi doit impacter au moins la moitié des citoyens dans un sens positif ou négatif. Et si plus de la moitié des citoyens se contrefichent du projet de loi, ou si moins de la moitié des citoyens jugent utile d'en débattre, celui-ci ne verra pas le jour, ou devra être reporté à d'autres calendes. C'est ainsi que par le système de démocratie directe, les intérêts particuliers, minoritaires ou corporatistes ne peuvent pas imposer au plus grand nombre des règlements, des lois favorisant leurs activités sans obtenir précisément l'accord de ce plus grand nombre. Et c'est donc la fin, vous l'avez bien compris, de la toute-puissance des lobbies.
c'est également grâce au principe du quota minimum de votants, la prise en compte, enfin, de l'abstention en tant que paramètre constitutif d'une votation. En fait, le pronostic le plus réaliste que nous pouvons faire concernant les caractéristiques de fréquentation des agoras, c'est que les séances de type 1, consacrées au débat d'idées générales, par leur vocation formatrice, seront le creuset d'une nouvelle citoyenneté. Dans les séances de type 2, consacrées à la présentation des projets de loi et des motions de censure sur une décision d'exécutif, elles seront fréquentées par des groupes directement initiateurs ou concernés qui certainement ne seront pas toujours les mêmes en fonction des sujets traités. Il y aura donc probablement une rotation des catégories de citoyens dans ces séances, et c'est tant mieux pour le pluralisme. Quant aux séances de type 3, consacrées aux délibérations et aux votations, les citoyens s'y rendront certainement en plus grand nombre, car même ceux qui ne seraient pas assidus des séances de débat général, ni très concernés, selon le cas, par les séances de présentation de tel ou tel projet, comprendront à coup sûr l'importance de leur vote final pour chaque éventuelle modification des règles de la vie collective. En résumé, chaque action politique de la nation sera construite par ceux qui se sentent concernés et s'y intéressent, sous réserve de ceux qui ne se sentent pas concernés et ne s'y intéressent pas.